Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au MH370. Alors, cela va bientôt faire dans quelques semaines 9 ans que cet avion a disparu et 9 ans que l'on n'a toujours pas retrouvé cet avion et que l'on n'est pas certain de ce qui a pu se passer à bord de cet avion. Ce qui est quand même un comble, donc on essaie de pousser pour que ces recherches continuent, qu'elles reprennent et qu'on puisse enfin avoir des réponses, que les familles puissent avoir des réponses à tout ça. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que des recherches de ce type sont très coûteuses. Lors de l'entretien que j'avais réalisé avec Xavier Titelman, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur sa chaîne, j'avais dit qu'il fallait surveiller les travaux à venir de Patrick Blely et de Jean-Luc Marchand. Il publie justement en ce moment une nouvelle étude pour détailler phase par phase ce qui pourrait s'être produit à bord du MH370. Alors pour ceux qui ont lu le livre de Patrick Blely, cet ancien commandant de bord avait clairement considéré que la personne aux commandes avait une telle maîtrise des systèmes que cela ne pouvait être qu'un pilote, et le plus probable étant le commandant de bord lui-même. Je partage complètement cette vision, et c'est ce que j'avais déjà suggéré dès l'apparition de ma première version de mon ouvrage en 2017. Dans cette nouvelle étude, les auteurs ont préféré être plus vagues en ce qui concerne la désignation de l'auteur de ce détournement, en la désignant comme la personne. Alors, cela ne signifie pas pour autant que la possible culpabilité du commandant de bord est écartée, non. Il s'agit d'être plus objectif et neutre car ce document a déjà été transmis au BEA et va être également transmis à la gendarmerie qui mène encore l'enquête. Dans cette étude, Patrick et Jean-Luc vont détailler de manière très précise et technique plusieurs points de leurs travaux, ce qui n'avait pas été fait dans son livre. Ils apportent ici leur vision de cette affaire avec un point de vue de pilote professionnel associé à un ingénieur, mais surtout avec des détails techniques qui prouvent que ça correspond avec tous les éléments dont on dispose. Alors certains diront que ces travaux se basent sur des éléments officiels qui sont donc douteux. Or, cette étude, comme on va le voir, donne aussi des confirmations par d'autres biais. Je vais vous présenter ici les grandes lignes de cette étude en vous expliquant certains aspects techniques de manière simple. Il sera bien entendu difficile de tout détailler et c'est pourquoi je vous invite à lire la version française qui est déjà disponible sur le site de Caption, dont vous retrouverez le lien dans le commentaire de cette vidéo. La version anglaise a également été publiée et cette version en fait est suffisamment bien rédigée pour être compréhensible par la plupart des gens, tout en permettant à des pilotes professionnels ou ingénieurs de vérifier les calculs qui sont avancés. Il y a également des vidéos qui sont également publiées dans un but d'illustration pour expliquer un petit peu certains aspects de leur étude et comment ils ont réalisé certaines études. Les auteurs n'ont rien laissé au hasard dans cette étude et c'est ce qui m'avait plu quand j'avais rencontré Patrick Blely. Sa façon de coller le plus possible aux données et son association avec Jean-Luc Marchand donne le duo, selon moi, qui est le plus convaincant que j'ai pu voir à ce jour dans cette affaire. C'est en collant aux données que l'on peut ensuite dire si ces données sont viables ou non. On ne remet pas en cause des données officielles sur le simple fait de dire qu'on ne croit pas les gens qui les fournissent. C'est un raisonnement qui me paraît trop basique. Il faut trouver des incohérences flagrantes pour pouvoir dire de telles choses. Des explications techniques existent dans certains cas et on se doit de les considérer. Dans cette étude, les auteurs prouvent que ces données sont en totale corrélation avec les performances d'un Boeing 777. Car pour pouvoir convaincre les enquêteurs et les autorités, il faut leur prouver que les calculs et les évaluations sont dans les normes et les tolérances scientifiquement admises. On va commencer par la trajectoire radar et notamment le demi-tour. Ce demi-tour a longtemps fait couler beaucoup d'encre parce que le rapport officiel n'a pas réussi à reproduire le tracé radar dans le temps observé. Mais il y a aussi ce tracé d'un virage très brutal, comme on peut le voir sur l'image, le début du virage, que beaucoup de gens ont interprété comme étant impossible à réaliser par un Boeing 777, allant jusqu'à dire que ça devrait être un avion de chasse qui aurait abattu le MH370. Maintenant, c'est totalement faux. Il s'agit tout simplement du résultat du traitement radar, comme je l'ai déjà expliqué par le passé. J'ai travaillé suffisamment longtemps avec des radars pour pouvoir affirmer que ce que l'on voit ici est parfaitement normal. Quand un avion débute un virage, le radar ne va pas le remarquer instantanément. Il va lui falloir plusieurs relevés de position pour s'en rendre compte. Le radar montre donc l'avion continuer tout droit et après plusieurs tours d'antenne, qui peut prendre plusieurs dizaines de secondes,
le système de poursuite va brutalement mettre à jour la position de l'avion. La liaison de ces différentes positions va donc montrer une cassure nette dans la trajectoire, c'est ce que l'on observe ici. Et j'ai souvent observé ce genre de comportement sur les radars, notamment des avions de chasse qui virent trop serré et lorsqu'ils s'arrêtent de tourner, le radar extrapole encore qu'il continue à tourner et montre un avion qui a overshooté le cap qu'on a pu lui donner. Et après plusieurs secondes, il se rend compte que l'avion ne tourne plus et il corrige brutalement. On a donc un avion sur le radar qui a un cap qui change de parfois plus de 45 degrés, voire même 90 degrés, c'est déjà observé, qui change brutalement comme ça. Donc cela est tout à fait normal et Patrick Lely et Jean-Luc Marchand l'expliquent parfaitement dans le document. La première partie du virage que l'on voit au radar n'est donc pas fiable et on ne sait pas précisément à quel endroit l'avion a initié le virage. Voilà pourquoi ils ont procédé de la sorte afin de déterminer un point d'entrée et un point de sortie. C'est exactement de cette manière qu'avaient procédé les enquêteurs dans leur rapport officiel. Mais tout ce qu'avait permis de dire le rapport officiel est qu'il était impossible qu'il avait été fait en pilotage automatique. Je suis tout à fait d'accord avec cette première analyse. Vous avez ici le tableau qui est tiré du rapport officiel et qui montre les différents tests qui ont été réalisés par les enquêteurs. Et on voit bien qu'aucun de ces virages n'est réalisé en 2 minutes 10. Toutefois, j'avais aussi dit que les enquêteurs auraient dû considérer un virage en descente qui aurait pu éventuellement réduire le temps de ce demi-tour. Et cela, ça n'avait pas été fait. Quand j'en avais parlé avec Patrick Lely, il sentait qu'on pouvait quand même le faire en palier. Avec Jean-Luc Marchand, ils ont revu les paramètres et notamment se sont demandé si en déplaçant simplement le point d'entrée, si ça pouvait marcher. Et ça marche. Autre point dans ce demi-tour mis en évidence dans cette étude est la proximité de l'Adiz. C'est l'Adiz thaïlandaise qui, selon l'auteur, aurait été un facteur pour que le pilote vire plus serré, fasse un virage plus serré pour ne pas rentrer dans cette Adiz et éveiller les soupçons du pays voisin, à savoir la Thaïlande. Une Adiz, c'est une zone d'identification de défense aérienne dans laquelle l'armée, dont dépend cette Adiz, doit identifier tout ce qui s'y trouve. Un avion sans transpondeur comme le MH370 à ce moment-là aurait pu attirer l'attention. Et ce point concernant l'Adiz n'avait jusqu'à ce jour jamais été considéré. Cette étude réalisée sur P3D, Prepare 3D, qui est un logiciel de Lockheed, c'est une évolution de Flight Simulator, a été vérifiée par des calculs et montre que ce demi-tour était parfaitement réalisable en palier si l'on initie le virage un poil plus tôt. Est-ce que c'est pour autant ce qui s'est réellement passé? Selon moi, c'est la démonstration la plus convaincante de ce demi-tour que j'ai pu voir à ce jour. Et c'est un pilote de métier, avec l'expérience de long courrier, qui le démontre. Le tracé obtenu est donné pour un virage débuté à 25 degrés. Mais pour ne pas overshooter le tracé radar observé, ni entrer dans la Diz, Patrick a suggéré que l'inclinaison avait été progressivement augmentée jusqu'à 38 degrés. Cela me semble parfaitement cohérent. Un virage avec une faible inclinaison au départ va dans le sens où le radar va mettre davantage de temps avant de se rendre compte que l'avion a initié un virage. Ce virage est parfaitement faisable sur un Boeing 777 mais requiert toutefois des notions de pilotage que seul un pilote confirmé peut avoir. D'autant plus que l'on était de nuit, ce qui rend la manœuvre d'autant plus délicate. Jean-Luc a d'ailleurs fait faire cette manœuvre à un pilote qualifié de Boeing 777 sur un simulateur à Nantes. Et il l'a réalisé sans problème dans le tracé horizontal défini et dans le temps imparti de 2 minutes 10. Cela montre bien que ça fonctionne. C'est la vidéo que je vous mets actuellement. Le calcul du carburant. Ce point est crucial pour savoir plus tard, lors des calculs de trajectoire avec les données Inmarsat, combien de temps l'avion a encore pu voler sur cette trajectoire. À chacune des étapes de leur étude, Patrick et Jean-Luc ont calculé le carburant consommé à la manière d'un pilote de ligne. Pour cela, ils ont pris en compte le dernier pétrole restant transmis par le dernier message à CARS à 17h02, mais aussi le fait que l'un des deux moteurs consommait plus que l'autre, comme le montrent les rapports à CARS de Rolls-Royce transmis par l'avion avant sa disparition. Le dossier de vol, qui comprend également le pétrole prévu à chaque point de route,
a également été prise en compte pour valider les consommations attendues car les logiciels de planification de vol des compagnies aériennes tiennent compte de la consommation réelle de chaque moteur et donc de l'écart entre les deux moteurs. La météo et les vents ont également été intégrés. Ils ont utilisé là encore le logiciel P3D, mais aussi un outil d'évaluation des contraintes qui s'appelle Constraint Assessment Tool, CAT, qui est un outil de Capsio qui utilise un modèle amélioré de Bobby Ulich, un membre de l'Independent Group. Et ceci afin de vérifier systématiquement les consommations qu'ils obtenaient en simulateur et voir si ça pouvait coller. Et tout ça colle. On aura l'occasion de parler encore un peu plus loin de la consommation carburant. La coupure des systèmes. On sait que le transpondeur a été coupé avant que l'avion ne fasse demi-tour. En effet, il était primordial que l'avion disparaisse des radars avant que les contrôleurs ne remarquent ce demi-tour. Par contre, selon Patrick Blayley, le demi-tour de nuit nécessitait de conserver l'alimentation normale. Je suis d'accord avec cet avis. À haute altitude et de nuit, il était plus sûr de conserver la loi normale des commandes de vol et donc une alimentation normale de l'avion afin de s'assurer que l'avion soit facile à piloter. Ce n'est qu'une fois le demi-tour effectué que le pilote aurait coupé tous les générateurs, à savoir l'IDG, le générateur principal sur chaque moteur, et les backup générateurs qui sont également un deuxième générateur de secours branché sur chaque moteur. Et comme l'explique très bien Patrick Blayley, cela déclenche forcément le démarrage de l'APU. Il aurait donc forcé l'arrêt du démarrage automatique car il était conscient qu'environ 1 minute 30 après le démarrage, cela aurait relancé certains systèmes, et notamment la CARS. Ne voulant pas que la CARS émette, il a donc gardé un avion avec une alimentation minimaliste qui est la RAT. La Ramer Turbine, c'est une petite éolienne qui est déployée en même temps que le démarrage automatique de l'APU. Elle permet de piloter l'avion de manière basique, et l'alimentation hydraulique est maintenue puisque les pompes qui sont connectées au moteur fonctionnent, elles, tout à fait normalement. On va parler maintenant de la traversée de la Malaisie. Ce serait donc avec un avion avec un système de navigation dégradé que le pilote aurait traversé la Malaisie. Le FMS, le Flight Management System, qui permet d'assurer la navigation au moyen de ce petit ordinateur, qui est situé, il y en a deux qui sont situés entre les deux pilotes, était donc désactivé. Le seul moyen restant étant le VOR. Le pilote, selon Patrick, se serait d'abord servi visuellement de la ville de Kota Bharu comme repère, la météo étant dégagée cette nuit, puis il aurait utilisé le VOR de Penang comme aide à la navigation. Penang étant la ville située sur la côte ouest de la Malaisie. Cette utilisation du VOR était une chose que j'avais déjà envisagée, mais pas pour les mêmes raisons que Patrick. C'est le survol de Penang, comme je l'expliquerai un peu plus loin, qui m'a fait évoquer cette possibilité. Je vais en parler après, car c'est aussi ce qu'a identifié Patrick Blayley. Et Patrick a aussi identifié un autre détail, dans la trajectoire au-dessus de la Malaisie pour suggérer une route au VOR. Ce sont les multiples variations de cap que l'on observe. Ces variations prouvent déjà que l'avion n'est pas en pilote automatique. Ces ajustements de cap seraient donc une volonté de suivre un radial VOR en corrigeant l'impact du vent. Une méthode de pilotage de base enseignée dans n'importe quelle école de formation au pilotage. Et je ne peux qu'être d'accord avec Patrick. Cette trajectoire a été pilotée par un pilote. Il faut donc un raisonnement de pilote pour la comprendre. Et c'est en cela que ce qu'apporte Patrick Blayley dans cette étude est très intéressant. L'autre élément qui laisse aussi supposer une trajectoire VOR, comme je l'ai dit justement avant, c'est le survol de Penang. Si l'avion suivait une trajectoire AirNav via le mode LNAV, c'est-à-dire une route en pilotage automatique, l'avion aurait survolé Penang avec une grande précision. Or, ce n'est pas du tout ce que l'on observe sur le tracé radar. L'avion est décalé de Penang vers le sud et justement trop décalé pour une trajectoire de ce genre. Par contre, interrogez un pilote en formation et il vous dira que quand vous arrivez à la verticale d'un VOR, vous n'êtes plus en mesure d'être précis, car l'aiguille de l'instrument se barre sur le côté et vous devez attendre que l'aiguille revienne pour prendre une nouvelle trajectoire. Plus vous êtes haut, moins vous serez vraiment à la verticale du VOR. Et donc avec le MH370 étant au niveau 300, l'écart latéral avec Penang est donc parfaitement concevable dans ce cas-là. Mais pas seulement.
La trajectoire que l'on observe ensuite, où l'avion vire à gauche, ressemble étrangement, comme je l'ai déjà fait remarquer, à une interception de radial VOR que l'on prend pour prendre un radial en éloignement. C'est ce que pense aussi Patrick Bley. Selon lui, le pilote s'est servi du radial 291 ou 292 pour le ramener sur une trajectoire en direction du point Vampy. Là encore, selon Patrick et moi, ce n'est pas une coïncidence. La trajectoire suit grossièrement une voie aérienne sans entrer dans la région d'information de vol indonésienne. Il y a donc une volonté de paraître normale aux yeux des radars militaires, tout en restant invisible des radars civils. Tant qu'on est sur Penang, parlons un peu du bornage du téléphone du copilote. Patrick et Jean-Luc ont fait une analyse pragmatique de la connexion du téléphone du copilote, à Penang, montrant qu'il est tout à fait explicable techniquement, puisqu'à l'altitude estimée par Patrick et Jean-Luc, l'avion passe bien dans le lobe d'une antenne, mais pas suffisamment longtemps de manière optimale pour qu'un appel puisse être effectué. Vous avez ce graphique-là qui est tiré de leur étude et qui montre que on passe un peu quand même dans ce lobe. Donc le fait que le téléphone ait pu borner sur cette antenne est parfaitement explicable. La trajectoire dans le détroit de Malacca. Patrick et Jean-Luc sont allés jusqu'à superposer les trajectoires des radars civils et militaires. Alors bien sûr, certains vont dire qu'il y a un léger décalage, mais cela est parfaitement normal. Pour vous expliquer cela, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne un système multiradar. L'image radar de contrôleur montre un seul écho-radar, alors que potentiellement, 3 radars ont détecté l'avion. On a donc en réalité 3 écho-radars, et ceux-ci ne sont pas superposés pour plusieurs raisons. D'abord parce que la détection peut avoir lieu avec quelques secondes de décalage entre les radars. Les radars ne balayent pas le secteur en même temps, vu qu'ils sont implantés dans des endroits différents. De ce fait, l'avion a forcément bougé entre 2 détections. Le système radar va donc avoir, pour notre exemple avec 3 radars, 3 positions différentes. Il va alors faire une moyenne de cette position, et c'est donc cette moyenne qui est affichée sur l'écran radar du contrôleur avec un seul plot radar. Le décalage latéral est aussi parfaitement normal, car l'implantation et l'altitude des radars n'est pas la même, et le radar, ne sachant pas l'altitude de l'avion, puisque ce ne sont pas des radars 3D, fait un calcul pour l'afficher à cet endroit. Conclusion, cela est parfaitement normal qu'il y ait un décalage entre ces 2 tracés radars. Ce travail de vérification des données permet aussi de vérifier les données officielles et participe à la crédibiliser celles-ci, mais pas seulement. Pour leur étude, Patrick et Jean-Luc ont besoin de déterminer précisément les trajectoires pour déduire ensuite, comme il l'explique très bien dans le rapport, les distances parcourues dans le temps imparti et donc la vitesse moyenne. Tout ceci permet d'évaluer précisément le carburant consommé. Et Patrick avait justement identifié des erreurs dans le rapport de Boeing qui ne tenait pas compte de la déviation par rapport à la température standard ISA. La trajectoire amène légèrement au sud de Vampy, ce qui prouve que jusqu'à ce point, l'avion n'était pas en mode LNAV. En conclusion pour cette première partie, avant d'aborder dans une prochaine vidéo la trajectoire dans l'océan Indien, je n'ai aucun reproche à faire sur la qualité des travaux de Patrick et de Jean-Luc. Si je peux être plus mesuré sur l'enchaînement de la coupure des différents systèmes, je ne peux qu'admettre que tout ce qui est affirmé fonctionne, et que cela colle aux données connues. Et ce qui me plaît dans ce travail, c'est qu'il a été réalisé avec une grande rigueur, tant sur les calculs de carburant, de vitesse, tout est pragmatique et basé sur des éléments concrets. On n'est pas ici dans un scénario, mais dans une extrapolation des données dans le but de déterminer l'enchaînement des faits et de reconstituer une trajectoire au plus près des données connues. Et c'est en cela que l'expérience d'un pilote de ligne averti, disposant d'une aisance dans la manipulation des calculs de vitesse et de consommation sur la base des manuels réels de Boeing, est primordiale et a trop souvent été négligée dans cette affaire. Ce sont des compétences qui me manquaient pour aller plus loin dans mes travaux. Je ne suis pas pilote de ligne, mais contrôleur aérien. Je n'ai donc pas certaines compétences. Allier cette compétence de pilote de ligne à celle d'un ingénieur qui sait manipuler les données radars et satellites comme Jean-Luc Marchand, qui a œuvré depuis déjà plusieurs années sur le MH370 avec Capsio, est selon moi la meilleure façon d'aborder la réflexion du MH370. Comme l'a toujours dit Patrick, cette affaire est une affaire de pilote, et j'en ai été déjà convaincu avec mes travaux.
et avant même de faire connaissance de Patrick. Je n'ai jamais changé ma version sur ce point. Depuis le début, j'ai toujours essayé de montrer cela, que ce soit dans les conférences que j'ai données ou dans mes 2 ouvrages que j'ai publiés. En ne désignant pas directement l'un des pilotes dans cette étude, Patrick et Jean-Luc montrent que ce détournement était l'affaire d'un pilote. Trop d'éléments dans cette affaire nécessitent des connaissances et des compétences de pilote, je l'ai déjà dit. C'est sur cette même base que je dis qu'on ne peut exclure que quelqu'un puisse avoir piloté l'avion jusqu'au bout. La traversée de la Malaisie ne peut avoir été effectuée que par quelqu'un qui pilotait l'avion. Comme le suggère Patrick, un avion en conditions électriques dégradées. Ce n'est pas à la portée du premier terroriste. Le demi-tour a nécessité des compétences de pilote. La navigation a aussi nécessité des compétences de pilote. Encore plus avec la plupart des systèmes qui étaient coupés. Dans cette disparition, c'est l'œuvre d'un pilote aguerri et cela ne fait aucun doute pour moi. Si tant est que l'on arrive enfin à convaincre certains détracteurs. L'étude de Patrick et Jean-Luc est irréprochable. Il est bien rare quand j'ai été d'accord avec autant de choses dans une étude parue sur le MH370. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le Final Major Turn, c'est-à-dire le virage vers l'océan Indien, la trajectoire dans l'océan Indien et la définition de la zone de recherche qu'ils ont préconisée. Et vous verrez que dans cette partie, le travail est tout aussi remarquable.